Alors Descartes, René Descartes, c'est peut-être le plus célèbre des philosophes français. Je vous ai remis ces dates au tableau, 1596 et 1650, la date de son décès. Et son « Je pense donc je suis », qui est universellement connu, sonne comme l'acte de naissance de la philosophie moderne. C'est-à-dire, la philosophie moderne commence avec Descartes. Donc c'est vraiment un point de repère essentiel, puisqu'il va marquer une rupture profonde avec la scolastique médiévale. Avec Descartes, là vraiment, nous sortons de la période médiévale et la Renaissance pour entrer dans l'ère de la philosophie moderne. Il décide de faire table rase de la tradition, de tout ce qui a pu être pensé au niveau philosophique avant lui, pour édifier un nouveau savoir. C'est vraiment sa vocation, édifier un nouveau savoir fondé sur la logique et surtout fondé sur une pensée purifiée de tout préjugé ou de toute opinion commune qui ne soit pas passée au crible de la raison et de la logique. Alors, le destin de sa pensée, de son œuvre, va vite lui échapper, puisque dès après sa mort, le cartésianisme, le mot forgé à partir de Descartes, le cartésianisme va dominer, et dans le sens d'une simplification de sa pensée. Une simplification parfois très extrême, et l'adjectif cartésien devient une sorte de cliché, synonyme de rationalisme, mais d'un rationalisme souvent systématique, parfois étroit, voire un peu borné, et c'est ce cartésianisme qui parfois est assimilé à l'esprit français. Alors, selon la personne qui le prononce, c'est vrai que ça peut être un compliment de dire moi je suis cartésien, monsieur, je suis cartésien, donc voilà, moi je suis logique, rationnel, rien, je maîtrise tout. Et puis ça peut être une injure, mais vraiment là vous êtes trop cartésien. Parce que justement, comme on l'a vu la semaine dernière avec la synchronicité, il y a des choses qui échappent à la logique et aux chaînes de causalité. Donc c'est devenu un mot employé un peu à tort et à travers. Et donc pour brouiller un petit peu les pistes, je voudrais ce matin, puisqu'on a déjà traité Descartes, même pas qu'une fois, je crois plusieurs fois, ça serait de vous montrer quelques aspects peu connus ou moins connus de sa vie et de son œuvre, pour justement sortir du cliché ou de la vision communément admise sur lui, et de se poser la question, est-ce que Descartes était-il vraiment cartésien ? Et la réponse n'est pas aussi évidente. Elle est tranchée, oui, elle n'est pas tranchée. Elle est nuancée, pas aussi évidente. Voilà, donc nous allons lire un certain nombre d'extraits de ses écrits. Bon, bien sûr, on va étudier la méthode, parce que ça, c'est quand même incontournable, mais d'autres textes qui sont plus surprenants, et qui vont, j'espère, élargir un peu la vision qu'on peut avoir de Descartes. Alors, quelques éléments quand même sur sa vie, pour se rappeler de trois choses. Il est né donc le 31 mars 1596 à La Haye,
La Haye, qui est une petite bourgade, une petite ville de Touraine, hein, en France, et qui depuis d'ailleurs a pris le nom, hein, de Descartes. Hein. Donc c'est La Haye Descartes, Descartes La Haye. Et il y reçoit dans cette petite ville une éducation classique, notamment à partir d'une dizaine d'années, au prestigieux collège des Jésuites de la Flèche, donc, qui se trouve près du Mans. Et il remarque vite que les leçons qu'il reçoit ne lui donnent aucune assurance pour la vie, ne l'aident pas à vivre, hein, même s'il est encore très jeune. Après son baccalauréat, une licence de droit, il décide de voyager, désireux de partir dans le vaste monde. Il se sent un petit peu à l'étroit dans sa Touraine natale. Et donc en 1618, il se rend d'abord aux Pays-Bas, en Hollande, où il s'enrôle dans l'armée du prince d'Orange au début de la guerre de 30 ans. C'est là un visage assez méconnu de Descartes, qui a été vraiment un homme d'action, et pas simplement de réflexion, et on le disait, prompt à tirer l'épée, hein, en cas de besoin, ce qu'il a fait pendant la guerre, mais aussi ayant participé à plusieurs duels, hein, comme c'était tradition à l'époque, et il était donc assez actif, hein, homme d'action. Alors, c'est lors de ses voyages en Hollande notamment qu'il rencontre le physicien et mathématicien Isaac Beeckman. Isaac Beeckman, B2ECKMAN, qui devient son ami, il se lie d'amitié, et c'est ce mathématicien et physicien qui le pousse à approfondir l'étude des mathématiques, puisque jusqu'alors il avait une formation plutôt littéraire, juridique. Donc il le pousse à approfondir l'étude des mathématiques, et Descartes va très vite se piquer, se prendre au jeu, et va désormais consacrer tous ses loisirs à résoudre des problèmes mathématiques ou physiques. Il se rend ensuite au Danemark, puis en Allemagne, où il va s'engager de nouveau, cette fois dans les troupes du duc Maximilien de Bavière. L'Europe est assez mouvementée à l'époque, donc il s'enrôle dans l'armée de Maximilien de Bavière, et c'est à cette époque, le fameux 10 novembre 1619, alors ça c'est une date vraiment à se rappeler, le 10 novembre 1619, où il va se trouver dans les environs de la ville d'Ulm, qu'il va connaître une nuit d'enthousiasme, hein, on appelle la nuit d'enthousiasme de Descartes, où, après avoir vu, il dit, les fondements d'une science admirable, il va avoir dans la même nuit 3 songes. 3 rêves que je vais vous raconter tout à l'heure et qui vont le conforter dans sa mission. Donc là, je trouve que c'est un élément intéressant qui n'est pas toujours connu pour justement se rendre compte que voilà, son moteur ne va pas seulement être logique et rationnel, mais qu'il va aussi s'ouvrir, hein, au message de sa vie onirique, hein, rêve, notamment de ces 3 rêves qui vont être déterminants pour la suite. Alors, à partir de là, sa vocation intellectuelle et de recherche prend un nouveau tournant, un nouveau visage, et en 1620, il renonce à la vie militaire. Il renonce à la vie militaire, il voyage en Italie, avant de gagner Paris, qu'il n'avait pas connu jusqu'alors, où il va fréquenter les cercles scientifiques, mais aussi littéraires, poétiques
et religieux. Et puis, il étouffe de nouveau un peu à Paris, et il va être séduit par l'esprit de tolérance qui règne aux Pays-Bas, qui règne en Hollande, et il va partir et s'y installer de manière définitive en 1628. Là, il part définitivement pour la Hollande en 1628, et c'est là qu'il écrira toute son œuvre, où il trouvera un esprit de tolérance et des possibilités d'éditer et d'imprimer ses œuvres beaucoup plus importantes qu'en France, notamment à Paris. Alors, en 1633, il va terminer son grand ouvrage qui s'appelle Le Traité du monde ou de la lumière. Le Traité du monde ou de la lumière, où il va soutenir la théorie du mouvement héliocentrique de la Terre. Et le problème, c'est que donc, tout est prêt, mais la même année, donc 1633, l'ouvrage de Galilée est condamné par l'Église, est condamné par le Saint-Office, et donc Descartes devient prudent et renonce à publier son ouvrage immédiatement et intégralement. Et en fait, cet ouvrage tel qu'il l'avait conçu sera édité intégralement uniquement après sa mort. Donc, il veut quand même publier, il veut quand même faire connaître son œuvre. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il décide d'en publier une partie seulement, et de manière anonyme, sous forme de 3 essais qu'il va appeler la dioptrique, les météores et géométrie. Donc c'est voilà, sa première publication, ce sont ces trois essais, dioptrique, météore et géométrie. Et le tout est assemblé en un seul volume, donc voilà ça, pour quand même former un ensemble cohérent. Et tout ça, il le publie en 1637. Et il va y ajouter une préface à ce volume, et c'est cette préface qui s'appelle le discours de la méthode. Le fameux discours de la méthode qui est en fait une préface à ce volume qu'il édite, qu'il rédige en français, ce qui est une nouveauté, parce que la plupart des ouvrages savants de l'époque sont encore en latin. Donc il écrit cette préface, le discours de la méthode, en français. Et son texte, bon, même avec ces précautions, va susciter beaucoup de polémiques. Et il va être obligé à préciser sa pensée, à mieux l'expliquer, à la développer dans son ouvrage suivant qui s'appelle Les Méditations métaphysiques. Donc 6 méditations métaphysiques où il va approfondir sa pensée. Alors, avec ces méditations métaphysiques, il espérait en tout cas avoir l'approbation de la Sorbonne, qui est quand même toute puissante à l'époque à Paris. Et cette espérance s'avère vaine, puisqu'en fait, il ne va avoir aucune approbation et plutôt un grand nombre de critiques et d'attaques dont il va faire l'objet, notamment de la part des jésuites, qui le critiquent très vivement. Et ensuite, ce sera enchaîné par les théologiens hollandais qui vont le combattre avec énormément de violence. Alors,
Ceci ne l'empêche pas de continuer à écrire et à publier. Et en 1644, il fait paraître un de ses plus importants ouvrages qui s'appelle « Les principes de la philosophie ». Les principes de la philosophie qui exposent l'ensemble de sa métaphysique et de sa science. Et c'est dans ces principes de la philosophie qu'on va trouver en latin, cette fois, la fameuse formule « cogito ergo sum ». Cogito ergo sum. Donc le fameux. Là, Aïe. C'est bouleversant, oui. Le cogito ergo sum, donc je pense, donc je suis, qui est dans les principes de la philosophie en latin, alors qu'il l'avait déjà expliqué dans le discours de la méthode, mais qui était en français. Donc je pense, donc je suis. En 1647, il va quitter la Hollande pour revenir en France, mais de nouveau, et c'est un éternel insatisfait, l'atmosphère de Paris le déçoit, il n'y trouve pas la paix, et il repart assez vite en Hollande. Et c'est là qu'il publie, puisque c'est donc en Hollande qu'il va publier l'ensemble de son œuvre, il va publier le Traité des Passions, qui est sa dernière œuvre, en 1649. En 1650, il se rend en Suède, invité par la reine Christine, et ceci lui sera fatal. Descartes est d'une santé fragile, et il avait l'habitude de dormir beaucoup. Dont il avait besoin, notamment le matin, donc de réfléchir, penser au lit. Et cette invitation de la reine Christine l'obligeait à se lever vers 5 heures du matin, traverser le froid pour aller donc discuter et former la reine. Et ceci lui a été fatal, puisqu'il va mourir d'une pneumonie, donc à Stockholm, en 1650. Vous pouvez pas aller loger au château ? Mais le château était probablement assez glacial. Et donc il sera inhumé à Paris, quand même, en l'église de Saint-Germain-des-Prés. Voilà, pour petit rappel rapide de ce philosophe français, donc qui va quand même passer le plus clair de son temps quand même en Hollande, et qui va y penser, y écrire et y publier. Alors, le premier thème que je voudrais qu'on aborde, c'est ces fameux 3 rêves de sa nuit d'enthousiasme. Les 3 rêves de sa nuit enthousiasme, c'est ainsi que c'est décrit, alors qu'il n'avait pas bu, je précise, même s'il était à l'époque militaire. Donc Descartes va raconter comment, le 10 novembre 1619, il s'enferme dans son poêle. Le poêle, ce n'est pas évidemment poêle pour se chauffer, mais le poêle, c'est ainsi qu'on appelle à l'époque une pièce chauffée, puisque justement, toutes les pièces ne sont pas chauffées, et donc le poêle est la pièce où l'on se tient, qui est chauffée pendant le jour et la nuit. Donc il s'enferme dans son poêle et il y conçoit sa méthode. La légende raconte qu'il est allongé sur son lit et qu'il regarde le plafond au plâtre fissuré et il imagine un système de coordonnées permettant de décrire les lignes, les courbes et les figures géométriques par des couples de nombres arithmétiques dont il ne reste qu'à analyser les propriétés. C'est-à-dire que, voilà, regardant le plafond, il imagine, il invente sa méthode qui sera donc basée sur l'algèbre, la géométrie.
Alors cette recherche qu'il veut faire jette son esprit dans de violentes agitations, le fatigue de telle sorte que le feu lui prend au cerveau, et qu'il tombe dans une sorte d'enthousiasme, d'extase, si vous voulez, d'extrême fatigue, mais en même temps d'ouverture, qui le met en état de recevoir les impressions de songes et de visions. Et s'étant couché tout rempli de son enthousiasme et tout occupé de la pensée d'avoir trouvé ce jour-là les fondements de la science admirable, voilà, c'est ce jour-là ou cette nuit-là qu'il va voir les fondements de sa science, les fondements de sa méthode. Donc, tout plein de cette découverte, il eut 3 songes consécutifs en une seule nuit qu'il s'imagina ne pouvoir être venu que d'en haut. C'est-à-dire que, on va le voir, il va avoir ses rêves, et le 3e rêve, il va même l'interpréter dans son rêve. C'est-à-dire qu'il se voit il rêve, lui, en train d'interpréter son propre rêve. Et pour lui, c'est évident que ces rêves ont une signification et vont le conforter dans sa mission. Alors, quel est le contenu de ces rêves? Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu de Descartes. Montrer qu'il ne faisait pas confiance simplement à sa logique ou à sa raison, mais à d'autres messages venus d'ailleurs. Alors, après s'être endormi, son imagination se sentit frappée de la représentation de quelques fantômes qui se présentèrent à lui et qui l'épouvantèrent de telle sorte que, croyant marcher par les rues, il était obligé de se renverser sur le côté gauche pour pouvoir avancer, au lieu où il voulait aller, parce qu'il sentait une grande faiblesse au côté droit, dont il ne pouvait se soutenir. Étant honteux de marcher de la sorte, il fit un effort pour se redresser, mais il sentit un vent impétueux qui, l'emportant dans une espèce de tourbillon, lui fit faire 3 ou 4 tours sur le pied gauche. Ce ne fut pas encore ce qui l'épouvanta. La difficulté qu'il avait de se traîner faisait qu'il croyait tomber à chaque pas. Jusqu'à ce qu'ayant aperçu un collège ouvert sur son chemin, il entra dedans pour y trouver une retraite et un remède à son mal. Il tâcha de gagner l'église du collège où sa première pensée était d'aller faire sa prière. Mais, s'étant aperçu qu'il avait passé un homme de sa connaissance sans le saluer, il voulut retourner sur ses pas pour lui faire civilité, et il fut repoussé avec violence par le vent qui soufflait contre l'église. Mais ce qui le surprit davantage fut de voir que ceux qui se rassemblaient autour de lui pour s'entretenir étaient droits et fermes sur leurs pieds, quoiqu'il fût toujours courbé et chancelant sur le même terrain, et que le vent qui avait pensé le renverser plusieurs fois eut beaucoup diminué. Il se réveilla sur cette imagination et il sentit à l'heure même une douleur effective qui lui fit craindre que ce ne fût l'opération de quelque mauvais génie qui l'aurait voulu séduire. Donc, premier rêve, assez dur, où il est vraiment poussé par un vent impétueux qui l'empêche d'aller là où il veut aller, et notamment à l'église, et où il est complètement renversé sur le côté gauche, avec cette douleur, par contre, au côté droit. Il l'interprétera plus tard comme une sorte de déséquilibre et de perte de repères
suite à une vie qui n'aurait pas été forcément exemplaire, hein, qu'il paierait là par un peu les péchés de choses. Bon. Dans cette situation, il se rendormit après un intervalle de près de 2 heures dans des pensées diverses sur les biens et les maux de ce monde. Il lui vint aussitôt un nouveau songe dans lequel il crut entendre un bruit aigu et éclatant qu'il prit pour un coup de tonnerre. La frayeur qu'il en eut le réveilla sur l'heure même, et ayant ouvert les yeux, il aperçut beaucoup d'étincelles de feu répandues par la chambre. La chose lui était déjà souvent arrivée en d'autres temps. Il ne l'était pas fort extraordinaire, en se réveillant au milieu de la nuit, d'avoir les yeux assez étincelants pour lui faire entrevoir les objets les plus proches de lui. Mais en cette dernière occasion, il voulut recourir à des raisons prises de la philosophie, et il en tira des conclusions favorables pour son esprit. Après avoir observé, en ouvrant puis en fermant les yeux alternativement, la qualité des espèces qui lui étaient représentées, c'est-à-dire la qualité des choses. Ainsi, sa frayeur se dissipa, et il se rendormit dans un assez grand calme. Donc cette vision d'étincelles, de feu répandues dans la chambre et qui lui font voir les choses telles qu'elles sont, il va l'interpréter vraiment, comme ce n'est pas non plus une seule fois qu'il va avoir cette vision, comme un encouragement à apporter sa lumière, la manière dont il a compris les choses après cette fameuse réflexion. Après s'être débarrassé des préjugés, des opinions et de toute la philosophie qu'il avait, ou la science qu'il avait précédée, eh bien cela le conforte dans le fait qu'il va avoir une mission, qui est d'apporter un éclairage, une lumière sur le réel de ce monde. Un moment après, il eut un 3e songe, qui n'eut rien de terrible comme les 2 premiers. Dans ce dernier, il trouva un livre sur sa table, sans savoir qui l'y avait mis. Il l'ouvrit, et voyant que c'était un dictionnaire, il en fut ravi, dans l'espérance qu'il pourrait lui être fort utile. Dans le même instant, il se rencontra un autre livre sous sa main, qui ne lui était pas moins nouveau, ne sachant non plus d'où il lui était venu. Il trouva que c'était un recueil de poésie de différents auteurs. Il eut la curiosité d'y vouloir lire quelque chose, et à l'ouverture du livre, il tomba sur le vers « Quod vitae sectabor iter », ce qui veut dire « Quelle voie suivrai-je dans la vie ?» Au même moment, il aperçut un homme qu'il ne connaissait pas, mais qui lui présenta une pièce de verre, commençant par « est et non ». Oui et non, enfin, il est et il n'est pas. Est et non. Et qui la lui vantait comme une pièce excellente. Il se mit à feuilleter le livre dont il se vantait de connaître parfaitement l'ordre et l'économie. Pendant qu'il cherchait l'endroit, l'homme lui demanda où il avait pris ce livre. Et M. Descartes lui répondit qu'il ne pouvait lui dire comment il l'avait eu, mais qu'un moment auparavant, il en avait manié encore un autre qui venait de disparaître, sans savoir qui le lui avait apporté, ni qui lui avait repris. Il n'avait pas achevé qu'il revit paraître le livre à l'autre bout de la table. Mais il trouva que ce dictionnaire n'était plus entier comme il l'avait vu la première fois. Cependant, il en vint aux poésies d'Aussonne, qui est donc l'auteur du 2e ouvrage de poésie qu'il a vu, dans le recueil des poètes qu'il feuilletait. Et ne pouvant trouver la pièce qui commence par « est et non », il dit à cet homme qu'il en connaissait une du même poète, encore plus belle que celle-là, et qu'elle commençait par « Quod vitae sectabor iter », quelle voie suivrai-je dans la vie ? La personne le pria de la lui montrer. M. Descartes se mettait en devoir de la chercher,
lorsqu'il tomba sur divers petits portraits gravés en taille douce, ce qui lui fit dire que ce livre était fort beau, mais qu'il n'était pas de la même impression que celui qu'il connaissait. Il en était là lorsque les livres et l'homme disparurent et s'effacèrent de son imagination sans néanmoins le réveiller. Ce qu'il y a de singulier à remarquer, c'est que, doutant si ce qu'il venait de voir était songe ou vision, non seulement il décida en dormant que c'était un songe, mais il en fit encore l'interprétation avant que le sommeil le quittât. Donc là, on a un cas, c'est drôle, du rêve qui se poursuit avec l'interprétation du rêve qui vient d'être fait, ou de la vision. Et voilà ce que, dans la fin de son rêve, comment il interprète ce troisième rêve. Il jugea que le dictionnaire ne voulait dire autre chose que toutes les sciences ramassées ensemble. Voilà, donc soit un dictionnaire, n'est pas un neutre, c'est voilà, l'explication de toutes les sciences. Toutes les sciences ramassées ensemble, et que le recueil de poésie marquait en particulier, et d'une manière plus distincte, la philosophie et la sagesse jointes ensemble. Car Descartes ne croyait pas qu'on dût s'étonner si fort de voir que les poètes fussent pleins de sentences plus graves, plus sensées et mieux exprimées que celles qui se trouvent dans les écrits des philosophes. Vous voyez, un Descartes amoureux de la poésie et de la sagesse que contient la poésie, peut-être encore plus que de la sagesse que contient la philosophie. Un Descartes poète. C'est méconnu, ça. Il attribuait cette merveille, donc de la poésie, à la divinité de l'enthousiasme et à la force de l'imagination, qui fait sortir les semences de la sagesse, qui se trouve dans l'esprit de tous les hommes, avec beaucoup plus de facilité que ne peut le faire la raison chez les philosophes. M. Descartes, continuant d'interpréter son songe dans le sommeil, estimait que la pièce de vers sur l'incertitude du genre de vie qu'on doit choisir, et qui commence par « Quelle voie suivrai-je dans la vie ?», marquait le bon conseil d'une personne sage ou même la théologie morale. De s'intéresser aussi à la théologie et à la morale. Que faire dans la vie ? Là-dessus, doutant s'il rêvait ou s'il méditait, il se réveilla sans émotion et continua les yeux ouverts l'interprétation de son songe sur la même idée. Par les poètes rassemblés dans le recueil, il entendait la révélation et l'enthousiasme dont il ne désespérait pas de se voir favorisé. Par la pièce de vers Est et Non, qui est le oui et le non de Pythagore, il comprenait la vérité et la fausseté dans les connaissances humaines et les sciences profanes. Voyant que l'application de toutes ces choses réussissait si bien à son gré, il fut assez hardi pour se persuader que c'était l'esprit de vérité qui avait voulu lui ouvrir les trésors de toutes les sciences par ce songe. On est en 1619, donc il a 24 ans, 25 ans, il est jeune. Et il va interpréter ses songes vraiment comme une incitation à découvrir la vérité par lui-même, et ce dans toutes les sciences connues. Et comme il ne lui restait plus à expliquer que les petits portraits de taille douce qu'il avait trouvés dans le second livre, il n'en chercha plus l'explication après la visite qu'un peintre italien lui rendit dès le lendemain, où ce peintre italien va lui parler de portraits taille douce. Donc là, vous voyez, on était dans la synchronicité la semaine dernière. Bon, il y a
cet élément étrange qui va se passer dans cette fameuse nuit d'enthousiasme et de rêve. Bon. Là, c'est Baillet, c'est un historien qui va parler, puisque Descartes va compiler, va écrire ses rêves. Simplement, c'est vrai que ce manuscrit sera très peu repris parce que pour les contemporains de Descartes et ses successeurs, ce récit est gênant. Parce qu'il y a trop d'irrationnel, c'est-à-dire il y a trop de choses qu'on ne s'attend pas à voir chez Descartes. Et donc il a fallu qu'un historien du nom de Baillet raconte, pour que cela puisse nous être connu. Comme le dit Geneviève Rodis-Lewis, qui est une contemporaine, un spécialiste de Descartes, les gens étaient gênés peut-être de trouver à l'origine d'une recherche rationnelle un épisode aussi irrationnel. Donc en fait, c'est quelque chose qui est très peu connu, qui a très peu été divulgué, pour ne pas discréditer la suite de la recherche de Descartes, sachant que il avait été quand même très influencé par ses rêves. Alors, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est vrai que cette nuit l'a profondément marqué. Mais en général, ce qui est raconté, c'est cette vision des fondements d'une science admirable, mais pas forcément les trois rêves qui vont suivre. Et ceci me semble important, parce qu'en fait, et on va le voir tout de suite dans la méthode de Descartes, toute rationnelle qu'elle est, s'appuie, et dans son premier principe, sur l'intuition. Et ça, c'est quelque chose qui a été un peu mis de côté, et même mis beaucoup de côté, au profit de la logique, une logique strictement rationnelle. Mais en fait, on va le voir tout de suite, la méthode de Descartes repose beaucoup sur l'intuition et sur la captation directe d'une compréhension. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'étude de la méthode. Donc, la fameuse méthode de Descartes, il l'explique dans cette fameuse préface, Discours de la méthode, qui a en fait pour titre, un titre un peu plus long, puisque c'est Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Donc, c'est Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. C'est ça le titre complet du discours de la méthode. Alors, ce qui est très important au départ de ce discours de la méthode, c'est une autre notion fondamentale chez Descartes, c'est la notion du doute. Puisque pour Descartes, on a dit, il faut faire table rase de l'enseignement du passé, mais aussi de ses préjugés, de ses opinions toutes faites, des idées qui nous viennent sans qu'on les ait vraiment étudiées. Donc il faut pouvoir appliquer un doute quasi systématique sur tout. Et c'est ce qu'il explique. C'est ce qui va lui faire découvrir la puissance du cogito, du je pense. Il explique que pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, puisque c'est son point de départ, on fait table rase, donc tout ce qui a été dit avant peut être remis en cause, peut être considéré comme faux, en tout cas critiquable. Pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. En remarquant que cette vérité « je pense, donc je suis »
était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler. Je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je recherchais. C'est-à-dire que, ça veut dire que je peux douter de tout, sauf du fait que je pense. Parce que pour douter, il faut penser. C'est ainsi que, allant dans le doute, il se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas remettre en doute, c'est le fait qu'il pense. Et donc qu'il est. Comme il dit, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Donc je peux douter de tout sauf du fait que je pense, et donc je pense, donc je suis. Puisqu'il faut quelqu'un pour penser et pour douter. C'est le préalable à la fameuse méthode. Et donc je suis capable de penser, et donc premier principe de la philosophie qu'il recherche. Alors, la méthode de Descartes, il va l'expliquer en 4 règles. 4 règles qui sont inspirées d'une certaine rigueur mathématique. Alors, quelles sont ces règles? Ça vous rappeler des souvenirs. Il commence par critiquer ou expliquer que la logique, la géométrie, l'algèbre, tout ça peut nous donner des connaissances, mais sont insuffisantes pour expliquer le monde. Ça, c'est le préambule du texte du discours de la méthode. Et le fait donc d'avoir étudié la logique, l'algèbre, la géométrie, fut la cause, là je commence le texte, citer le texte, que je pensais qu'il fallait chercher quelque autre méthode qui, comprenant les avantages de ces 3, fût exempte de leurs défauts. C'est-à-dire, j'ai étudié la logique, l'analyse des géomètres et l'algèbre, mais cela ne me permet pas d'apporter vraiment de nouveaux fondements à la philosophie et surtout à la science. Donc il faut trouver une autre méthode. Et comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu'un état est bien mieux réglé lorsque, n'en ayant que fort peu, elles y sont fort étroitement observées, ainsi, au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez des 4 suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne manquer pas une seule fois à les observer. Donc, plutôt que beaucoup de principes et beaucoup de lois, il préfère peu, mais à observer et à appliquer de manière absolument rigoureuse. Comme pour un État, il vaut mieux peu de lois mais appliquées que beaucoup de lois non appliquées. Donc, il va se réduire à 4 principes, 4 règles. C'est ça qu'on appelle les 4 règles de la méthode. Alors, le premier précepte, le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle. Ça, c'est le début du premier précepte. Était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle. C'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention.
Donc d'éviter toute précipitation, toute prévention, c'est-à-dire de préjuger, hein, connaître déjà avant. Et ça continue, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Donc là, il y a des mots essentiels, c'est que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eus l'occasion de le mettre en doute. Ça, c'est la première règle de la méthode de Descartes, qu'on appelle la règle de l'évidence, puisque vous avez peut-être entendu le petit adjectif « jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ». Règle de l'évidence et de n'admettre comme vrai que ce que l'on conçoit clairement et distinctement. Là, c'est deux adjectifs qui vont faire évidemment postérité. Hein. Voilà, et fameuse phrase de Boileau, clair et distinct. Alors, qu'est-ce qu'il appelle clair, avoir une idée claire? Est claire l'idée qui est immédiatement présente à l'esprit et qui se manifeste à soi par une intuition directe. Voilà le rôle de l'intuition. Est claire l'idée qui est immédiatement présente à l'esprit et qui se manifeste à soi par une intuition directe. Donc, ce n'est pas un raisonnement, hein, c'est pas un raisonnement logique, hein, construit, qui va faire qu'on va avoir une idée claire. C'est l'intuition, c'est comme une captation, et c'est pour ça que c'est évident, parce que lorsqu'il y a cette captation d'une idée claire, elle est évidemment vraie. Vous voyez, c'est pas toujours ce qu'on pense d'être la clarté cartésienne. Est distincte, puisqu'on a deux adjectifs importants, clair et distinct, est distincte l'idée dont le contenu nous apparaît de façon assez nette pour que nous puissions séparer aisément l'idée elle-même de toutes les autres idées. Distinct, c'est-à-dire qu'on peut séparer l'idée en question de toutes les autres idées. Donc, elle est claire parce qu'elle nous apparaît, hein, elle se manifeste à nous par une intuition directe. Ce n'est pas un raisonnement, c'est une sorte de captation, d'apparition de cette clarté de l'idée. Et elle est distincte, c'est-à-dire qu'on peut la circonscrire, on peut la séparer de toutes les autres idées. Dans la clarté, il ne distingue pas l'opinion. Une opinion qui n'est pas forcément gage de vérité. Là, c'est l'idée. C'est-à-dire, une opinion, elle va se construire, elle va se forger. Oui, parce que l'opinion, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on étudie, c'est quelque chose qui va peu à peu se construire et qui va être source pour Descartes de beaucoup de jugements erronés, hein, de choses qui nous éloignent de la vérité. Par contre, l'idée claire, c'est pour ça que je vous ai fait tout ce préambule avec les rêves, parce que quelque part, les visions ou des rêves, des songes sont pour lui plus solides, hein, comme apparition de clarté et donc de vérité que un raisonnement logique ou un raisonnement mathématique. Donc, clairement et distinctement, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Vous voyez, ça, c'est la base de la certitude cartésienne. C'est pas cette idée-là qu'on a vue, hein? Non, pas toujours.
Pas toujours. Pas toujours. Donc, c'est pour ça que je vous l'explique. Parce que, comme je dis au départ, très vite on a simplifié, caricaturé, réduit la chose. Il dit « J'appelle claire la connaissance qui est présente et manifeste à un esprit attentif. » Donc attentif ou réceptif. Distincte, celle qui est tellement précise et différente de toutes les autres qu'elle ne comprend en soi que ce qui paraît manifestement à celui qui la considère comme il faut. C'est-à-dire, là, on a vraiment la base de la vision moderne où les choses peuvent être circonscrites, jugées distinctes des autres. C'est l'antithèse d'une vision globale ou hologrammique, avec les interactions. Là, vous allez voir que ce n'est pas une vision qui met au cœur les interactions entre les choses, puisque au contraire, on cherche à les distinguer. La prévention et la précipitation nous empêchent d'avoir des idées claires et distinctes. C'est-à-dire, la précipitation, la prévention nous amène à juger, et donc à décider, à agir, mais sans avoir des idées claires et distinctes. Vous voyez, c'est très exigeant en fait, cette première règle, d'avoir ces idées claires et distinctes. Donc ça c'est la règle de l'évidence, avec ces deux principes de clarté et de distinction. Deuxième précepte. Le second, c'est de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la règle ou le précepte de l'analyse, c'est-à-dire qu'il, face à une difficulté, à un problème, qu'il soit, il s'agit de le diviser en autant de parties que l'on peut pour pouvoir le résoudre. Donc là, on coupe, on sépare, on analyse. C'est là les plus simples. Diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu'il se pourrait pour pouvoir mieux les résoudre. Donc on ne s'attaque pas à un problème dans sa totalité, mais on le coupe, on tranche en morceaux, en parcelles, pour pouvoir mieux les résoudre. Troisième principe, précepte ou règle. Le troisième est de conduire par ordre mes pensées. En commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés. Et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Ça, c'est une phrase intéressante. Troisième règle, c'est la règle de l'ordre, qui consiste à aller du plus simple au plus complexe, au plus compliqué, au plus composé. Et de le conduire par ordre, c'est-à-dire, voilà, là on a un côté assez systématique, le plus simple, donc 1, 2, 3, on va par ordre, du plus simple au plus compliqué. On ne s'attaque pas au plus compliqué d'abord. Pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés. Et, ce qui est amusant, en supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Alors là, vous avez une des bases du principe de causalité. Puisqu'à partir du moment où on crée un ordre, même en des éléments qui ne se précèdent pas naturellement, on va
expliquer que A entraîne B, entraîne C, entraîne D, d'une manière univoque. Hein, c'est-à-dire dans un seul sens, puisqu'on va du plus simple au plus composé. C'est exactement le contraire de ce qu'on a vu la semaine dernière, avec le principe de synchronicité ou d'acausalité, hein, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas reliés par une logique de causalité. Donc ça explique pourquoi là, il va apporter vraiment un fondement, jusqu'à nos jours, hein, c'est quand même puissant, de cet ordre causal. C'est la règle de l'ordre. Et enfin, la quatrième, le dernier, dit-il, précepte, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fus assuré de ne rien omettre. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on appelle la règle de l'énumération, où il s'agit de s'assurer que l'on a traité la question de manière exhaustive, c'est-à-dire on a fait le tour de la question, on n'a rien oublié. Parce qu'évidemment, si on ne fait pas cette vérification, il est possible qu'on ait oublié justement un élément qui contredise l'ordre qu'on a décelé dans le troisième. Donc on vérifie, on fait le tour, et est-ce que je n'ai rien omis ? Vous imaginez ? Pas facile, cette méthode de Descartes. Donc, règle de l'évidence, règle de l'analyse, règle de l'ordre et règle de l'énumération. Et il va accepter le fait que parfois on va être obligé d'agir ou de prendre des décisions sans avoir fait le tour. Et c'est ce qu'on verra après, justement. Il va mettre en place un certain nombre de principes, ce qu'il va appeler la morale provisoire. C'est-à-dire, bon voilà, il faut quand même agir. Donc, quels sont les conseils que l'on peut suivre pour ne pas être pris d'impuissance ou d'inaction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette méthode ? Ça veut dire que toute vérité peut être considérée comme une composition déductive de vérités plus simples, c'est-à-dire qu'on a des propositions simples, des vérités simples, dont on va déduire des vérités peut-être plus complexes. Il va aussi fonder donc sa méthode et sa science sur la notion de déduction. On déduit. C'est-à-dire on crée un ordre, on déduit, on crée une chaîne, un enchaînement causal à partir des éléments les plus simples jusqu'aux plus composés. Tout problème, et là-dessus, vraiment, il pense que sa méthode est excellente. Tout problème, aussi complexe soit-il, peut être ramené à une succession d'opérations mentales simples. Ce qu'il va appeler une de ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leur plus difficile démonstration. Tout problème, aussi complexe, aussi difficile, aussi ardu soit-il, peut être décomposé en de petits problèmes plus simples qui peuvent être résolus, et de créer cette chaîne comme ça d'ordre du plus simple au plus composé permet de tout résoudre. C'est ce qu'il explique à la suite de ce texte. Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir, pour parvenir à leur plus difficile démonstration, m'avaient donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entresuivent de la même façon
Et pourvu seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour vrai qui ne le soit, et qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, il ne peut y avoir de si éloigné auquel enfin on ne parvienne, ni de si caché qu'on ne découvre. C'est-à-dire, vraiment cette idée, on va pouvoir tout comprendre, tout analyser par ces chaînes de raisons toutes simples et faciles, et qu'on va pouvoir tout comprendre et maîtriser. C'est ce qui va amener cette fameuse phrase, un autre ouvrage, qui est si souvent citée de Descartes, qui est que l'homme peut se représenter comme maître et possesseur de la nature. Il va pouvoir tout comprendre de la nature à partir de cette méthode extrêmement rigoureuse, là oui, logique, mais vous voyez qui part aussi du principe de ces idées claires et distinctes qui nous arrivent quand même d'un autre monde. Et comme il dit, et je ne fus pas beaucoup en peine de chercher par lesquels il était besoin de commencer, car je savais déjà que c'était par les plus simples et les plus aisés à connaître. Et considérant qu'entre tous ceux qui ont ci-devant recherché la vérité dans les sciences, il n'y a eu que les seuls mathématiciens qui ont pu trouver quelques démonstrations, c'est-à-dire quelques raisons certaines et évidentes. Là, il va rendre hommage à la mathématique, aux mathématiciens. C'est pour ça qu'il va aussi s'inspirer de cette méthode des mathématiciens pour en faire une méthode vraiment beaucoup plus générale. Je ne doutais pas que ce ne fût par les mêmes qu'ils ont examiné, bien que je n'en espérasse aucune autre utilité, sinon qu'elles accoutumeraient mon esprit à se repaître de vérité et ne se contenter point de fausses raisons. Ça, c'est toujours son leitmotiv, ne pas se laisser leurrer par des fausses raisons, des préjugés, des éléments précipités, mais toujours examiner grâce au cogito, grâce à la pensée, ce qui peut être vrai. Mais à partir du moment où il y a cette idée claire et distincte qui apporte la vérité, il y a une sorte de certitude. L'être humain est absolument certain que ceci est vrai. Il ne dit pas s'il y a un entraînement à la captation pour les idées claires. Il y a un entraînement, non, il y a un entraînement à la logique, et pour lui en fait l'entraînement à la logique, au raisonnement rationnel, est en même temps une purification de l'esprit. Puisque justement c'est sans précipitation, sans prévention, donc ça amène à un travail, à une purification de l'esprit qui alors peut être capable de capter ces idées claires et distinctes, et de capter ces intuitions. C'est un travail presque préparatoire. C'est pour ça que, comme il dit, il n'attend pas de ces exercices logiques et rationnels à apporter des vérités, mais à ne point se contenter de fausses raisons, c'est-à-dire de débusquer la vision erronée. Et quand on sait que pour Descartes, c'est en fait l'idée de Dieu qui est l'idée la plus claire et la plus distincte, puisque c'était un croyant, un métaphysicien, où il va placer Dieu finalement au cœur de son système, on comprend mieux pourquoi ce n'est pas le raisonnement strictement logique et mathématicien, ces chaînes de causalité qui vont nous permettre de capter Dieu. Donc, quand aujourd'hui on conçoit l'adjectif cartésien comme la toute-puissance de la raison et d'une certaine raison qui expulse d'autres plans de réalité, y compris le Dieu, vraiment on fait un gros contresens.
Il ne faut pas oublier que son deuxième grand œuvre, c'est Méditation métaphysique. Ce qui rend l'œuvre de Descartes et sa pensée plus complexe, plus nuancée, on verra Spinoza la semaine prochaine. Spinoza va repartir, va s'inscrire dans la voie ouverte par Descartes, et chez Spinoza aussi, on va trouver cette notion de clarté, de distinction, idée claire et distincte, et d'intuition. Donc là, on a un peu amputé, je dirais, Descartes d'une partie. On fait la petite pause. Est-ce qu'on peut dire que les 3 dernières règles de l'analyse hors énumération ne s'appliquent que quand la première règle ne s'applique pas? Parce que quand c'est une évidence, c'est une idée claire et évidemment vraie et qu'on a la certitude, on n'a pas besoin d'analyser. Ah si, quand même. Si, parce que alors là on continue avec l'application de la méthode au domaine moral, domaine éthique, puisque cette méthode, elle se veut totale, universelle, pouvant toucher tous les domaines. Et donc, ça c'est quelque chose aussi qui n'est pas très très connu. Donc, intéressant de se pencher dessus, sur ce que Descartes va appeler l'élaboration d'une morale provisoire, qui est comment agir, comment vivre dans le monde, alors qu'on n'est pas forcément certain de tout. Et il nous faut quand même agir, prendre des décisions, donc comment faire? Et donc, c'est ce que l'on trouve aussi dans le discours de la méthode, mais qui est beaucoup moins connu, qui est l'ensemble des maximes, et il va en distinguer encore une fois 4, les 4 maximes de sa morale, qu'il appelle, on traduit parfois une morale par provision, donc une morale provisoire. Alors voilà ce qu'il explique. Je me formais une morale par provision qui ne consistait qu'entre 3 ou 4 maximes dont je veux bien vous faire part. En fait, il y en a 4. C'est gentil. C'est-à-dire que, comme il dit, comme ce n'est pas assez avant de commencer à rebâtir le logis où on demeure, que de l'abattre et de faire provision de matériaux et d'architectes, ou s'exercer soi-même à l'architecture, il faut aussi s'être pourvu de quelque autre où on puisse être logé commodément pendant le temps qu'on y travaillera. C'est-à-dire pendant qu'on fait construire ou qu'on construit soi-même une belle maison où on ne peut pas encore habiter, il faut bien qu'on loge dans une habitation peut-être moindre, de moindre qualité, une habitation provisoire, mais qui nous permettra quand même d'avoir un toit. Alors, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, parce que comme il va le dire, cette morale par provision, cette morale provisoire, elle va très souvent en fait devenir une morale quotidienne, quasi définitive, puisque la construction apparemment de l'autre maison prend plus de temps que prévu. La première est d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays. Obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait grâce d'être instruit dès mon enfance. Bon, c'est déjà un premier point. Et me gouvernant en toute autre chose, suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l'excès. Donc c'est... Voilà un principe, déjà, obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, plutôt que d'aller chercher choses plus lointaines, et
de fuir l'excès. Il dit encore qu'il y en ait peut-être d'aussi bien sensés parmi les Perses ou les Chinois que parmi nous. Il me semblait que le plus utile était de me régler selon ceux avec lesquels j'aurais à vivre. Et que, pour savoir quelles étaient véritablement leurs opinions, je devais plutôt prendre garde à ce qu'ils pratiquaient qu'à ce qu'ils disaient. Vous voyez, comme quoi là, c'est vraiment une morale un peu universelle. Hein. Donc, plutôt prendre garde, hein, être attentif à ce que les gens pratiquent, plus qu'à ce qu'ils disent. Non seulement à cause qu'en la corruption de nos mœurs, il y a peu de gens qui veuillent dire tout ce qu'ils croient, mais aussi à cause que plusieurs l'ignorent eux-mêmes. Entre plusieurs opinions également reçues, je ne choisissais que les plus modérées, tant à cause que ce sont toujours les plus commodes pour la pratique et vraisemblablement les meilleures, tout excès ayant coutume d'être mauvais. Donc ça, c'est son premier principe. Les lois et les coutumes de mon pays, plutôt s'intéresser et voir ce qui est pratiqué que ce qui est dit, et d'éviter tout. Deuxième principe, là où on voit davantage l'application de sa méthode, ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais. Le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais. Imitant en ceci les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté. Et ne le changer point pour de faibles raisons. C'est-à-dire, à partir du moment où on a décidé d'aller dans telle direction, s'y tenir. S'y tenir, là on voit l'ordre, hein, la méthode, hein, et ne pas changer, ne pas... bon, aller jusqu'au bout. Parce que, comme il dit pour ces voyageurs, s'ils ne vont pas justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part. Oui, d'accord. Alors que si on change de direction tout le temps, on n'arrivera nulle part. Donc là, il y a une sorte de résolution, de détermination pour, comme dit-il aussi, éviter après tout ce qui est repentir, remords, qui ont coutume d'agiter les consciences. Et donc, si on n'est pas non plus, s'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre au moins les plus probables. Donc, déterminer quelques opinions les plus probables et ensuite développer et s'y tenir. Et que ce soit la base de nos actions, hein, fermes et résolues. Et après, si on s'est trompé, pas de problème, on se rend compte qu'on s'est trompé et on prend un autre point de départ. Mais au moins, aller jusqu'au bout d'une hypothèse donnée. Oui, c'est assez cohérent avec le fait d'aller vraiment jusqu'au bout de l'enchaînement. Hein, à partir de... Troisième maxime, où là on voit un aspect vraiment très, très stoïcien de Descartes. Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune. À me vaincre, hein, à me dépasser, hein, que rechercher la fortune, et à changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde. Il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées. C'est vraiment très, très, on croirait lire du
du Marc Aurèle ou de l'Épictète. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'il l'a redécouvert par lui-même? Je connaissais quand même un peu la philosophie stoïcienne, mais il se l'est vraiment totalement approprié. Il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait notre mieux touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui nous manque de nous réussir est au regard de nous absolument impossible. Et ceci seul me semblait être suffisant pour m'empêcher de rien désirer à l'avenir que je naquisse, et ainsi pour me rendre content. C'est-à-dire de se satisfaire de ce que l'on a et ne de désirer que des choses qui soient accessibles. Mais j'avoue qu'il est besoin d'un long exercice et d'une méditation souvent réitérée pour s'accoutumer à regarder de ce biais toutes les choses. Et je crois que c'est principalement en ceci que consistait le secret de ces philosophes qui ont pu autrefois se soustraire à l'empire de la fortune et malgré les douleurs et la pauvreté, disputer de la félicité avec leur Dieu. Donc, ça nécessite un apprentissage, un effort, mais voilà ce qu'ils recherchent. Enfin, je ne vous lis pas tout, mais les éléments essentiels. Enfin, pour conclusion de cette morale, je m'avisais de faire une revue sur les diverses occupations qu'ont les hommes en cette vie, pour tâcher à faire choix de la meilleure. Et sans que je veuille rien dire de celle des autres, je pensais que je ne pouvais mieux que de continuer en celle-là même où je me trouvais. C'est-à-dire que d'employer toute ma vie à cultiver ma raison et m'avancer autant que je pourrais en la connaissance de la vérité, suivant la méthode que je m'étais prescrite. Donc voilà un Descartes heureux d'avoir mis en place une méthode, de se la donner comme règle de vie. Et voilà, c'est quand il dit 3 ou 4 maximes, c'est vrai que la quatrième n'en est pas vraiment une, les 3 maximes morales, éthiques, qu'il s'est données. Donc assez jeune, puisque c'est dans le discours de la méthode, et ensuite il va se reposer un certain nombre de questions sur le domaine des passions, puisque le traité des passions est l'ouvrage qu'il va écrire après et qui est sa dernière œuvre. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir comment ce philosophe se donne un certain nombre de règles. C'est un peu comme les maximes de Kant. Bon ben voilà, face à l'incertitude, face au doute, face à toute l'imperfection de nos opinions et de nos jugements, on est quand même obligé d'agir, donc il nous faut bien des principes directeurs, sinon on ne fait rien. Et donc, quels peuvent être ces principes directeurs, sachant qu'ils sont imparfaits, mais qu'ils peuvent quand même nous donner une direction à l'action. Alors, autre sujet, qui est aussi peut-être moins connu, c'est le traité des passions. Traité des passions, qu'il va publier en 1649, donc un an avant sa mort, et qui est aussi un ouvrage écrit en français, donc comme le discours de la méthode, et qui est dédié à la princesse Élisabeth de Bohême. Il faut savoir que Descartes va avoir une énorme correspondance avec les grands de ce monde. Donc la reine Christine, beaucoup écrire, mais aussi des princesses de l'Europe. Donc ce traité des passions, il est assez novateur parce que c'est un traité de philosophie morale et il va aborder les passions d'un point de vue physiologique, donc comment chaque passion va s'exprimer du point de vue du corps, dans le corps, qu'est-ce qui se passe, mais aussi il va être quelque part précurseur de ce qu'on appelle la neurophysiologie, c'est-à-dire des liens entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans l'âme. Donc c'est un traité intéressant
ce traité des passions parce que justement il va mettre l'accent sur le rapport, les liens qui existent entre l'âme et le corps. Alors que souvent, et ça s'explique aussi, on présente la vision de Descartes comme un dualisme, c'est-à-dire vraiment une dualité, un fossé entre l'âme et le corps. Et là on voit que la vision de Descartes est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe. Et ça c'est vrai que c'est pas... Là il faut accepter une certaine contradiction ou paradoxe. L'âme et le corps sont deux choses bien distinctes, on veut, mais en même temps elles interagissent l'une sur l'autre. Donc l'âme va agir sur le corps et le corps va rétroagir sur l'âme. Donc on ne peut pas autant parler de dualisme à propos de Descartes qu'on le fait généralement. Alors, qu'est-ce que c'est que les passions pour Descartes? C'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui les émotions. Mais pour Descartes, les passions sont des éléments essentiellement subis, de manière passive par l'être humain. Il va commencer dans son traité des passions par étudier 6 passions qu'il appelle les 6 passions primitives, c'est-à-dire essentielles, qui sont l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Admiration, amour, haine, désir, joie, tristesse. Et il va décrire ces 6 passions, comment elles naissent, comment elles s'expriment, comment elles vont déformer quelque part le corps humain. La dernière, c'est... La tristesse, c'est-à-dire amour, haine, joie, tristesse, et puis désir et aussi l'admiration. Et ensuite, il va expliquer que ces 6 passions de base vont se combiner et vont donner naissance à plein d'autres passions plus complexes, comme par exemple l'estime de soi ou le mépris, qui sont pour lui des passions dérivées de l'admiration. C'est-à-dire l'admiration est la passion de base qui va pouvoir s'exprimer selon différentes formes, dont, par exemple, l'estime de l'autre, ou l'estime de soi si c'est l'admiration de soi, ou le mépris, une sorte de couple. Alors ce qui est, je trouve intéressant, et ce qui est peu connu, c'est que la passion que Descartes estime le plus n'est pas une des passions primitives de base, c'est la générosité. La générosité pour ce qu'elle apporte à l'homme. Non, alors, le mot passion, chez Descartes et à l'époque, parce que ça sera pareil chez Spinoza, ce n'est pas ce que nous entendons aujourd'hui par passion. C'est plutôt émotion, c'est-à-dire un état affectif, un état de l'affect. Donc, il faut mettre passion entre guillemets, c'est quelle émotion ou quel état affectif, émotion, sentiment, etc. C'est pas la passion, telle qu'on l'entend. Voilà, la passion qui brûle tout. C'est l'émotion, disons. C'est-à-dire le vécu de ce qu'il appelle l'âme, c'est-à-dire l'état affectif. Alors, quelques éléments sur la générosité. Parce que vous allez voir, c'est très beau et c'est pas toujours très étudié quand on étudie Descartes. Alors, en quoi consiste la générosité? Ce sont des articles qu'on trouve dans la 3e partie de son traité des passions, puisque ce sont des articles, là aussi, c'est très ordonné, très logique, on passe d'une passion à l'autre, voilà, toujours dans l'idée de partir du simple jusqu'au plus complexe. En quoi consiste la générosité? Descartes, promoteur de la générosité,
C'est pas forcément extrêmement connu. Ainsi, je crois que la vraie générosité, qui fait qu'un homme s'estime au plus haut point qu'il se peut, légitimement estimé, consiste seulement, partie en ce qu'il connaît, qu'il n'y a rien qui véritablement lui appartienne, que cette libre disposition de ses volontés, ni pourquoi ils doivent être loués ou blâmés, sinon pour ce qu'il en use bien ou mal, et partie en ce qu'il sent en soi-même une ferme et constante résolution d'en bien user, c'est-à-dire de ne manquer jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses qu'il jugera être les meilleures. Vous voyez, donc c'est pas forcément la générosité telle qu'on l'entend par rapport aux autres, c'est déjà, la vraie générosité est déjà un peu synonyme de l'estime de soi, la plus haute estime qu'on peut avoir de soi-même. Et donc, dans soi-même, cette idée de volonté qui est toujours d'user au mieux de ce que l'on est. C'est-à-dire toujours faire les choses qu'on juge être les meilleures, ce qui est suivre parfaitement la vertu. Alors, en quoi la générosité est-elle intéressante, telle qu'il l'a définie ? Eh bien, parce qu'elle empêche qu'on ne méprise les autres. Donc là, il y a d'abord la générosité par rapport à soi-même et, évidemment, conséquence, la vision qu'on va avoir des autres. Ceux qui ont cette connaissance et ce sentiment d'eux-mêmes se persuadent facilement que chacun des autres hommes les peut aussi avoir de soi. Cette générosité, cette estime profonde de soi va faire en sorte qu'on va avoir l'estime de l'autre. Oui, c'est pas évident. A contrario, s'il n'y a pas cette estime de soi, il est évident, vous pouvez le prendre par la négative, c'est qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas cette estime de soi, il ne pourra jamais y avoir estime de l'autre. C'est très psychanalytique en fait. Psychologique. La psychologie dit ça aussi. Chacun des autres hommes les peut aussi avoir de soi, parce qu'il n'y a rien en cela qui dépende d'autrui. C'est pourquoi ils ne méprisent jamais personne. Les êtres généreux, qui ont cette belle vision d'eux-mêmes, ne méprisent jamais personne. Et bien qu'ils voient souvent que les autres commettent des fautes qui font paraître leur faiblesse, ils sont toutefois plus enclins à les excuser qu'à les blâmer. Et à croire que c'est plutôt par manque de connaissance que par manque de bonne volonté qu'ils les commettent. Là, on trouve quelque chose d'extrêmement ancien, à savoir que, comme disait Socrate, on ne fait jamais le mal volontairement, mais par ignorance. Donc, cette générosité nous amène à ne pas mépriser l'autre, mais plutôt à le respecter. Et si on constate une faille, un dysfonctionnement, une faiblesse chez l'autre, on est plus enclin à l'excuser qu'à le juger, qu'à le blâmer. Et comme il ne pense point être de beaucoup inférieur à ceux qui ont plus de bien ou d'honneur, ou même qui ont plus d'esprit, ou plus de savoir, plus de beauté, ou généralement qui les surpassent en quelques autres perfections, aussi ne s'estime-t-il point beaucoup au-dessus de ceux qu'ils surpassent, à cause que toutes ces choses leur semblent être fort peu considérables, à comparaison de la bonne volonté pour laquelle seul ils s'estiment, et laquelle ils supposent aussi être, ou du moins pouvoir être, en chacun des autres hommes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se considérer ni supérieurs aux autres, à ceux qui possèdent la fortune, les honneurs, ou l'esprit, l'intelligence, la beauté, ni non plus inférieurs. C'est-à-dire qu'ils vont se situer avec humilité
en relation avec les autres, mais sans se considérer ni au-dessus, ni au-dessous. C'est ce qui va amener, vous voyez, c'est un enchaînement. Vous voyez comment ça fonctionne aussi du point de vue des passions, cette générosité qui n'est pas venue de nulle part, hein, qui est venue de l'amour, etc. L'admiration, la générosité va entraîner le respect, la compréhension, l'humilité, et ce qu'il va appeler l'humilité vertueuse. Vous voyez ? Je trouve ça intéressant parce qu'on présente souvent Descartes comme quelqu'un qui avait une très belle opinion de lui-même, hein, et qui voulait bien donner des leçons de morale à tout le monde. Et en fait, bon, c'est pas du tout cela. Ainsi, les plus généreux ont coutume d'être les plus humbles. Donc, comment la générosité amène à l'humilité. Et l'humilité vertueuse ne consiste qu'en ce que la réflexion que nous faisons sur l'infirmité de notre nature et sur les fautes que nous pouvons autrefois avoir commises ou sommes capables de commettre, qui ne sont pas moindres que celles qui peuvent être commises par d'autres, et cause que nous ne préférons à personne, et que nous pensons que les autres, ayant leur libre arbitre aussi bien que nous, ils en peuvent aussi bien user. C'est-à-dire que son principal message par rapport à ses passions, pas par rapport aux passions positives, ce qu'on est en train de voir là, mais les passions ou les émotions plus négatives, entre guillemets, elles ne sont pas nuisibles en elles-mêmes, simplement elles doivent être travaillées, et on doit plutôt s'efforcer de développer les passions positives pour sauvegarder aussi son libre arbitre. Donc sa liberté, là on commence à voir apparaître la notion de libre arbitre, c'est assez nouveau, et donc de ne pas être esclave des passions. L'idée n'est pas d'éradiquer les passions, mais de les maîtriser, de les connaître, de les maîtriser, de les canaliser, hein, de s'en servir pour le meilleur, d'en faire le meilleur usage possible, quoi. Quelles sont les propriétés de la générosité et comment elle sert de remède contre tous les dérèglements des passions? Notamment, après, il va parler de l'orgueil, comment la générosité peut servir de remède contre l'orgueil. Ceux qui sont généreux en cette façon sont naturellement portés à faire de grandes choses, et toutefois à ne rien entreprendre dont ils ne se sentent capables. Et parce qu'ils n'estiment rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes et de mépriser son propre intérêt, affable et officieux envers un chacun. Donc là on voit la générosité portée à son summum, c'est ne rien estimer de plus grand que de faire du bien aux autres hommes et de mépriser son propre intérêt. Et avec cela, ils sont entièrement maîtres de leurs passions, particulièrement des désirs, de la jalousie et de l'envie, à cause qu'il n'y a aucune chose dont l'acquisition ne dépende pas d'eux, et qu'ils pensent valoir assez pour mériter d'être beaucoup souhaités. Là, il y a vraiment cette idée stoïcienne. On revient à l'image stoïcienne, où il y a les choses qui dépendent de soi, et les choses qui ne dépendent pas de soi. Et donc, les louanges, les honneurs, la richesse, la santé, tout ça ne dépend pas de soi. Par contre, ce qui dépend de soi est de développer cette générosité, cet amour du bien. Et donc, ils n'éprouvent plus de haine envers les hommes à cause qu'ils les estiment tous. Et non plus la peur
à cause que la confiance qu'ils ont en leur vertu les assure. Donc cette générosité finit par dissoudre, vous voulez, tous les éléments négatifs des émotions, la peur, la haine, la jalousie, l'envie, la colère, tout ce qui nous rend aussi esclaves. Et enfin la colère, c'est intéressant parce qu'en fait il va citer tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans les manuels de psychologie, comme étant les émotions de base, la peur, la colère, la joie, la tristesse, et toutes les émotions combinatoires de ces émotions de base. Donc il est vraiment précurseur de ce qui va venir après. Et enfin de la colère, à cause que n'estimant que fort peu toutes les choses qui dépendent d'autrui, jamais ils ne donnent tant d'avantage à leurs ennemis que de reconnaître qu'ils en sont offensés. Donc on n'envie pas, on n'est pas jaloux de ce que possède l'autre, et même de ce qui peut être dit par les autres de méchants, on en est simplement offensé. Bon, on reconnaît qu'il peut y avoir quand même une affection, mais on la laisse passer. Et il va enchaîner avec l'orgueil comme étant vraiment le contraire. Tous ceux qui conçoivent bonne opinion d'eux-mêmes pour quelque autre cause, telle qu'elle puisse être, n'ont pas une vraie générosité, mais seulement un orgueil qui est toujours vicieux, encore qu'il le soit d'autant plus que la cause pour laquelle on s'estime est plus injuste. Là, il y a vraiment l'idée que la vraie générosité dépend de soi et que de soi. Donc tout le monde peut être généreux, peut développer la générosité, parce que ça ne dépend que de soi. Et dès qu'on fait dépendre son état d'autres choses, des autres, de l'extérieur, des choses qui ne dépendent pas de soi, là on développe des éléments plus destructeurs. Je passe sur le lien avec le corps, parce que c'est des choses qu'on avait déjà vues, puisqu'il va faire beaucoup d'expériences, Descartes, sur l'anatomie du corps humain. Il va découvrir pas mal de choses, notamment, c'est des choses les plus connues, sur la circulation du sang. Donc il va découvrir des choses aujourd'hui qui sont obsolètes, mais qui pour l'époque avaient fait grand bruit. Alors, je voudrais terminer par quelque chose aussi qui n'est pas très très connu de Descartes, c'est l'idée de Dieu. L'idée de Dieu qui est pour lui la seule idée qui ne vient pas de moi-même, qui ne vient pas de soi-même. On dit parfois que Descartes a trouvé dans cette refondation de la science, refondation de la philosophie, il a trouvé deux piliers. Je vois que c'est une belle image. Il a trouvé un pilier en soi, c'est le cogito, donc le je pense, et Dieu, qui est le pilier en dehors de soi. Donc deux piliers fondateurs, le cogito, donc la possibilité de penser et donc la méthode et tout ce qu'on vient de voir, et Dieu, qui est le deuxième pilier en dehors de soi. Et donc il va développer cet élément notamment dans les méditations métaphysiques. Il y a 6 méditations sur Dieu. Alors voilà ce qu'il dit de Dieu. Partant, il ne reste que la seule idée de Dieu dans laquelle il faut considérer s'il y a quelque chose qui n'ait pu venir de moi-même. Étudier toutes les idées. Est-ce qu'il y a une idée qui pourrait ne pas venir du cogito, donc penser de moi-même, et il dit oui, c'est l'idée de Dieu. Par le nom de Dieu,
j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui sont ont été créées et produites. Voilà, donc là-dessus, Descartes est assez classique, et pourtant il a dû s'expliquer, et ses méditations métaphysiques ont créé beaucoup de polémiques chez les jésuites ou chez les théologiens Hollande, parce que bon, c'était pas tout à fait non plus très orthodoxe. Donc une substance, vous voyez, par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie. Et quand on va parler de Spinoza, qui dit Dieu ou la nature, Deus sive natura, Dieu donc la nature, on est finalement assez proche de la vision de Descartes. Une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par laquelle moi-même et toutes les autres choses ont été créées et produites. Or, ces avantages sont si grands et si éminents que plus attentivement je les considère, et moins je me persuade que l'idée que j'en ai puisse tirer son origine de moi seul. C'est-à-dire, moi, être humain, petit, fini, imparfait, comment pourrais-je avoir l'idée même de quelque chose d'infini, de parfait, de tout-puissant? Mon cogito est impuissant à saisir l'idée de Dieu. C'est pour ça que l'idée de Dieu est la seule idée qui ne vient pas de moi-même. Parce que si elle pouvait venir de moi-même, c'est que moi-même, je serais Dieu. Je serais parfait, puissant, tout puissant, tout clairvoyant. Ce qui n'est apparemment pas le cas. Donc, cette idée de Dieu ne peut tirer son origine de moi seul. Donc, vous voyez, ça c'est la limite, la limitation du cogito. Il ne permet pas de comprendre Dieu. Il y a vraiment un fossé. Et je ne me dois pas imaginer que je ne conçois pas l'infini par une véritable idée, mais seulement par la négation de ce qui est fini. De même que je comprends le repos et les ténèbres par la négation du mouvement et de la lumière. C'est-à-dire que là, c'est très proche de la théologie négative. Je ne peux définir Dieu que par ce qu'il n'est pas. En reconnaissant que c'est une limitation, puisque je me base sur ce qui est fini pour essayer de concevoir l'infini. Mais comme je comprends le repos et les ténèbres par la négation du mouvement et de la lumière. Puisqu'au contraire, je vois manifestement qu'il se rencontre plus de réalité dans la substance infinie que dans la substance finie. Donc, malgré l'extraordinaire ambition de Descartes de vouloir quand même refonder la science, comprendre tout, être comme maître et possesseur de la nature, il y a cette idée qu'il y a plus de réalité dans la substance infinie, c'est-à-dire dans Dieu, que dans ce que je peux comprendre. Et partant que j'ai en quelque façon premièrement en moi la notion de l'infini, c'est-à-dire de Dieu, plus que de moi-même. Donc là, on n'est pas du tout dans la vision pascalienne de Pascal qui est terrifié d'être la petite chose finie entre deux infinis.
pour Descartes, il y a une sorte de gratitude, de reconnaissance vis-à-vis de cette substance infinie. Car comment serait-il possible que je puisse connaître, que je doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me manque quelque chose et que je ne suis pas du tout parfait, si je n'avais en moi aucune idée d'un être plus parfait que le mien, par la comparaison duquel je connaîtrais les défauts de ma nature. Cette idée de Dieu, elle me préexiste quelque part. Mais c'est l'idée qui me permet de me voir comme imparfait et fini. Parce que c'est l'élément de comparaison. Vous voyez, c'est assez subtil parce que cette idée, elle est hors de moi, mais en même temps, elle me sert de référence permanente. Parce que, comme il dit, je ne pourrais connaître que je doute et que je désire, c'est-à-dire qu'il me manque quelque chose, et que je ne suis pas tout à fait parfait, si je n'avais en moi aucune idée d'un être plus parfait que le mien. C'est-à-dire que la possibilité de douter, de penser cogito, vient aussi de cette comparaison avec l'idée de Dieu. Donc, c'est un peu comme pour l'âme et le corps. On dit dualisme. Il y a l'âme d'un côté, le corps de l'autre. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a une interaction entre les deux. Bon, entre l'idée de Dieu et toutes les autres idées que je peux avoir en moi, c'est pas non plus très tranché. C'est la seule idée qui n'est pas en moi, parce que voilà, si j'avais vraiment l'idée de Dieu en moi, ce serait une manière de limiter Dieu. Et en même temps, cette idée de Dieu est l'idée de référence qui fait que je peux me situer par rapport à Dieu. Et donc me sentir imparfait, fini, donc en évolution, si vous voulez. Donc c'est pas du tout caricatural comme vision, c'est pas qu'il exclut Dieu, c'est pas que Dieu est en soi, c'est une subtile relation entre, disons, l'idée de Dieu qui est à la fois en moi et hors de moi. C'est paradoxal. Je disais, c'est pour brouiller un petit peu les cartes et les pistes. Ça va ? Ça crée des cartes. Vous voyez, c'est comme Spinoza, ou Leibniz, ou Hegel. Tous ces philosophes modernes, on les a vraiment simplifiés. On les a vraiment hyper simplifiés et vraiment réduits. Il y a une pensée, et on verra avec Spinoza, qui est encore plus conceptuel, peut-être plus abstrait, il y a vraiment une pensée assez, enfin, très très riche et très complexe. Et qui va donner quand même les bases de la science moderne et de la philosophie moderne. Donc un impact énorme. Aujourd'hui, rappelez encore, les mathématiciens d'aujourd'hui utilisent des éléments découverts par Descartes ou Leibniz ou d'autres. Puisque une des caractéristiques de cette époque moderne, c'est que les philosophes sont tous des scientifiques. À l'époque médiévale, tous les philosophes sont des théologiens. Et là, la grande rupture de la modernité, c'est qu'ils sont tous des scientifiques. Des mathématiciens, des physiciens, des biologistes. C'est vrai de Spinoza, c'est vrai de Leibniz. Le premier à être philosophe, et rien que philosophe, c'est Kant. Et on est à la fin du XVIIIe. Mais 16e, 17e et une grande partie du 18e, nos philosophes sont des scientifiques. Donc ils sont en prise avec les découvertes
mathématiques, physiques, géométriques, et aussi évidemment les révolutions, la révolution copernicienne. Et pourtant, ils se rejoignent avec les philosophes de l'Antiquité. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant d'un point de vue moral et éthique. Bon, il y a quand même cette volonté d'appliquer la méthode, mais on retrouve des choses très antiques. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qui fait selon vous que la philosophie s'est dissociée ensuite de la science? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les philosophes ne sont plus des scientifiques? Qui a eu cette dissociation? Il n'y a pas eu vraiment de dissociation, c'est-à-dire qu'après, la science a développé une certaine une séparation. Oui, à la fin du 18e, début 19e, il va y avoir ce qu'on appelle les philosophes et donc la rupture avec ce qu'on appelle les philosophes du soupçon. Et il va y avoir donc avec Nietzsche, Marx et Freud qui sont les trois représentants du soupçon, mais il y a d'autres philosophes comme Schopenhauer, comme Kierkegaard, qui sont les grands philosophes du soupçon. Ils vont inoculer, à partir d'un certain moment, ce soupçon que, justement, on est allé trop loin dans une vision rationnelle et scientifique du monde, et qu'on a amputé l'homme d'une grande partie. Ce qui va avoir aussi des répercussions dans la littérature, avec le romantisme. Mais surtout, en philosophie, c'est ce qu'on appelle les philosophes du soupçon. Donc Kierkegaard, Schopenhauer et Nietzsche, où on ne pourra plus raisonner de la même manière, où ils vont réhabiliter la notion de l'imagination, des sentiments rationnels, et ils vont revenir un peu à Descartes, pas au cartésianisme, c'est là où on voit que le cartésianisme a été une caricature de la philosophie de Descartes. Mais surtout après Hegel, voilà, ils vont tous dire haro sur Hegel, parce que Hegel représente un peu cette volonté de systématiser quelque chose de rationnel. Et dire, voilà, on s'est amputé de quelque chose, et là il va y avoir la dissociation. La science va continuer son orientation, mais à partir de ces philosophes du soupçon, on ne verra plus l'homme comme maître et possesseur de la nature, parce qu'on se rend compte aussi des dégâts que cela a provoqués. Et après, il va y avoir le 20e siècle, avec les guerres, il y a de nouveau des remises en cause. Alors aujourd'hui, oui, on reparle à nouveau de points convergents entre la philosophie et la science. C'est toujours un peu un balancier. C'est-à-dire, il y a eu tellement d'excès dans cette vision mécaniste ou mécaniciste du monde, avec cette causalité un peu automatique, qu'on est allé jusqu'au bout et ensuite on est reparti vers autre chose. C'est souvent ces extrêmes qui font qu'après on se rejoint à quelque chose de plus nuancé et de plus complexe. Mais là, il faut vraiment voir l'histoire de la philosophie avec cette révolution apportée par les philosophes du soupçon. C'est-à-dire qu'il reproche à la philosophie d'être allée trop loin dans une vision mécaniste du monde. Alors, je vais simplement terminer par une toute petite définition de la philosophie qui est assez connue, qui présente la philosophie comme un arbre. Souvent on parle de l'arbre de la philosophie de Descartes ou de l'arbre inversé, parce qu'il dit toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique. C'est pour ça qu'on parle d'un arbre inversé, dont les racines sont dans le ciel. Donc vous voyez, les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique.
Et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à 3 principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Donc, ça c'est une belle image pour synthétiser. Les racines, la métaphysique, donc Dieu, le tronc et la physique, et les branches qui se réduisent donc à 3 principales, la médecine, la mécanique et la morale. Et il est vrai que ce qu'on appelle le cartésianisme va beaucoup développer le côté, il y a plusieurs cartésianismes, mais disons essentiellement le côté mécanique. C'est-à-dire ces fameuses lois de causalité qui fonctionnent en dehors de toute... de manière quasi automatique, en dehors de toute autre vision. Et c'est ça qui va, après, créer le schisme. Ça ne se fait jamais du jour au lendemain, ces réorientations. Mais il y a des philosophes qui, à un moment donné, vont, comme ils disent, inoculer un peu le virus du soupçon. Bon, voilà quelques éléments un peu méconnus de Descartes pour nous le faire voir peut-être de manière plus sympathique ou moins sympathique, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend. Il y avait une question? Oui, pardon. Il utilise le mot au sujet de Dieu, substance infinie. Oui. Et il parle de connaissance, etc. D'après moi, être guidé conviendrait mieux, parce que dans la connaissance, il y a de l'être-té, dans la puissance. Pourquoi substance? Chez Spinoza, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Substance. Qu'est-ce qu'ils entendent par substance? Ou est-ce une pirouette pour échapper à la religion, en quelque sorte? La substance est une abstraction du concept de matière. Il y a la matière, disons, qui est connue, concrète, ce qui est matériel, et le principe de la matière, c'est la substance. C'est pour ça qu'il va se faire aussi critiquer, ou que Spinoza va parler de la substance de Dieu, nature, il n'est pas simplement l'esprit ou la pensée primordiale, il est aussi substance. Mais c'est un principe abstrait, la substance. Et c'est aussi, après, un problème de traduction, parce que là, on est en latin, et donc on peut avoir aussi des approximations de... Parce que le substance, ça pourrait être étymologiquement ce qui soutient. Oui. Disons, c'est pour présenter, comme il dit, comme une pensée infinie, ce qui n'est pas un cogito. Le cogito est humain. Au niveau de Dieu, c'est plutôt la pensée, mais qui est aussi substance. C'est aussi ce qui va donner la matière. Quand on emploie le terme de substance, c'est le principe ou l'archétype de la matière. Et la pensée est l'archétype de l'esprit. On est là à des niveaux divins, donc extra-humains. Alors la semaine prochaine, on verra une autre grande figure de Spinoza, l'autre grande figure de la philosophie moderne qui est Spinoza, mais qui va s'inscrire dans la voie tracée par Descartes. Bon, appliquez bien la méthode, appliquez la méthode, les 4, pour essayer d'avoir des idées claires et distinctes.